un. Et voilà, je vais moi afficher le webinaire. Voilà, donc vous étiez très nombreux. Là, je m'adresse à tous à vous inscrire à ce webinaire. Alors, en général, il y en a à peu près quoi, un tiers ou la moitié qui se connectent à ce moment-là, mais ça traduit aussi tout l'intérêt pour la thématique de ce soir. Donc, on sera autour de l'actualité sur les groupes d'entraînement aux habiletés parentales, avec un programme singulier qui est le programme PEPS sur lequel on aura bien entendu des éclairages. Donc, merci à Nathalie, Sylvie et Jessica. On a l'habitude de travailler ensemble, on ne va pas le cacher. On se connaît depuis maintenant quelques années. Voilà, assez longue avec toi, Nathalie, puisque tu as initié à la PPEA voilà, les formations sur le TDAH et puis sur ce qu'on a appelé les groupes Barclay. Voilà, et voilà, faisant partie en quelque sorte de ton réseau, mais aussi de ton équipe, Jessica, avec qui je conduis de temps à autre des formations voilà, sur le TDAH également. Et puis Sylvie Borona qui nous a rejoint un petit peu plus tardivement, mais voilà, donc vous représentez en quelque sorte un petit peu le climat de travail et les options que vous avez sur lesquelles vous êtes beaucoup investi, et notamment bien entendu le TDAH, avec beaucoup de publications de ton côté, Nathalie. Et puis là, une publication à venir dont on vous parlera et dans laquelle vous êtes à trois signés, avec peut-être d'ailleurs une quatrième, je crois, collègue, mais vous en parlerez un peu plus. Voilà, donc vous travaillez toutes au service de médecine psychologique enfant, c'est au CHU de Montpellier. Et bah donc, je vais tout de suite vous donner la parole, mais après quelques informations, on a toujours l'habitude de le faire. Vous êtes parfois nouveau ou nouvelle à nous rejoindre dans ces webinaires. On en serait à peu près au 60e, mais on a oublié de faire le décompte exact. Mais 60 webinaires en 4-5 ans, ça commence à beaucoup On est au compter. 67e. On a fait le décompte, si, si. Ouh là là, d'accord. Bon, alors j'étais même très loin, donc j'ai loupé quelques étapes. Voilà, donc cet accès en replay sera possible dès demain par ton habileté technique et numérique, Vincent. Et vous aurez également accès au PDF du support PowerPoint sur lequel nous allons nous appuyer ce soir. Alors surtout, rappel, pas de délivrance d'attestation de formation de suivi, hein. C'est un webinaire gratuit, c'est une sensibilisation, on va dire, hein, c'est une information. Mais si vous avez besoin pour le faire valoir dans le cadre de votre formation continue, vous enregistrez le mail info de connexion que vous avez reçu et puis vous faites par exemple une capture d'écran. Ça peut valider sur une heure votre intérêt de formation. Enfin, votre contribution hein, à toutes et à tous qui êtes connectés. Voilà, remarques, commentaires professionnels et questions. Alors surtout dans le chat, vous allez voir discussion. Vous mentionnez bien message à tout le monde et pas seulement à hôtes et panélistes, parce que là, il n'y a que nous qui sommes à l'écran qui allons le recevoir, mais les autres ne pourront pas vous lire. Voilà, alors pour les questions par contre un peu techniques, j'ai pas de son, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, faites plutôt hôtes et panélistes, parce que là on vous lira, on vous répondra et ça n'encombrera pas le chat. Et puis, n'oubliez pas de nous dire d'où vous êtes connectés, c'est toujours intéressant. Vous êtes nombreux dans la francophonie à nous suivre, un petit peu partout dans le monde. Et voilà, c'est toujours sympathique de lire les messages qui viennent de très loin. Eh ben, la parole est à vous, Jessica, Sylvie et Nathalie. Je ne sais pas laquelle va prendre la première la parole. Et Jessica, je pense que tu peux prendre la main sur le PowerPoint. Oui, alors, hop, du coup, je vais tenter de... En fait, il faut que je repartage ou que je Vous a prenne la main. partagé. Et,
Normalement, ça devrait prendre la main. C'est bon. Voilà. Donc, voilà, du coup, je C'est vais bon pour laisser. nous. Oui, ça Ouais, marche. super. Je laisse la parole à Nathalie. D'accord. Bon, ben, merci Jessica. Merci à la PPEA d'organiser ce webinaire. Bonsoir à tous. On est heureuse en plus de voir que vous vous connectez j'allais dire des quatre coins de France, mais bien au-delà, tout autour de la Mhm. Méditerranée, la Suisse. Enfin bon, c'est formidable d'être tous ensemble. Donc, pour parler ce soir de notre programme d'entraînement aux habiletés parentales, qui est le programme PEPS, qu'on va vous présenter et vous détailler un peu. Mais d'abord, on va revenir sur des points de contexte. Donc, je pense que voilà, on peut déjà parler du TDAH. Alors, évidemment, on n'aura pas le temps de redétailler ce qu'est le TDAH et quels sont les enjeux et la problématique, mais juste un peu en guise d'introduction. Donc, je vois que je ne me suis pas présentée. Moi, je suis praticien hospitalier, pédopsychiatre au CHU de Montpellier et donc depuis, on va dire, enfin, depuis 20 ans dans ce service et depuis 17-18 ans, je participe, enfin, j'organise et j'anime des programmes pour les parents d'enfants avec TDAH. Donc, au départ, les programmes de Barclay. Et donc, aujourd'hui, qu'on a un peu décliné, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, le TDAH, c'est un sujet qui, moi, m'a intéressée dès que je suis arrivée en pédopsychiatrie et qui commence à être mieux connu, mieux reconnu. Et c'est aussi dans cette dynamique qu'on a voulu vous présenter notre travail. Alors, le TDAH, comme vous le savez, c'est donc un trouble du neurodéveloppement, donc qui est dans la même catégorie diagnostique du DSM que, par exemple, les troubles du spectre de l'autisme ou les troubles 10, qui concerne 5% des enfants et des adolescents. Et ça, c'est un chiffre qui est à peu près reconnu partout, que ce soit en France ou dans les autres pays. Et quelle que soit, j'allais dire, la culture, quelle que soit l'approche, c'est un chiffre qui est considéré stable et qui n'est pas non plus en expansion ou en grande augmentation, contrairement à l'impression qu'on peut avoir cliniquement sur le terrain. On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'enfants TDAH, mais on n'a pas d'argument pour penser que c'est le cas. C'est un chiffre stable. Des symptômes qui persistent à l'âge adulte, et ça, le TDAH de l'adulte, c'est le sujet, j'allais dire, de demain, mais non, c'est déjà le sujet d'aujourd'hui, parce que c'est de plus en plus la demande qui nous est faite d'ailleurs par les parents qui viennent au départ pour leurs enfants. Et c'est un enjeu majeur aussi pour l'accompagnement des familles au sens large. Et enfin, le TDAH, c'est quand même un impact sur le fonctionnement de l'individu, un impact à la fois sur la qualité de vie, mais aussi la santé, sur les comorbidités psychiatriques, même sur la mortalité. Enfin, il y a un enjeu aussi économique du TDAH qui est maintenant connu, qui est énorme. Donc, c'est pas juste un truc en passant, c'est quelque chose qui doit nous intéresser et qui nous concerne tous, que ce soit en tant que professionnels de santé ou en général. C'est un trouble qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on donne les soins les plus adaptés. Alors justement, c'est dans ce cadre-là que l'année dernière, en 2024, on a participé avec Jessica justement à l'élaboration des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de la Santé, la HAS, pour le TDAH. C'était des recommandations qui n'existaient pas. On avait juste des recommandations pour le repérage et le diagnostic, mais on n'avait pas des recommandations pour ce qu'il fallait faire en fait véritablement quand on avait un enfant avec TDAH. Alors on s'appuyait sur les recommandations internationales, mais on n'avait pas de recommandations françaises et c'était quelque chose qui manquait vraiment pour les professionnels de santé. Donc, alors on ne peut pas résumer ici ces recommandations, mais quand on a élaboré l'algorithme de résumé en fait de nos recommandations, voilà à quoi on est arrivé. Alors, c'est très similaire à ce qu'ont fait les autres pays, hein, sans surprise, mais c'est important de voir quelle est vraiment la conclusion de tout ça. C'était que finalement, quand on a un diagnostic de TDAH, la première chose à faire, et qui est l'étape incontournable, c'est la psychoéducation. Et on va en parler ici parce qu'il y a toute une partie de notre programme qui est consacrée à cette psychoéducation. C'est-à-dire qu'avant toute autre chose, il faut expliquer aux parents, expliquer éventuellement à l'enfant ado ce qu'est le TDAH, à quoi ça consiste, ce qu'on peut faire, à quoi c'est dû, etc. Et ça, on ne peut pas en faire l'économie, en fait. C'est vraiment les bonnes pratiques. Donc ça, c'est le point central. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette psychoéducation, que se passe-t-il? Ben, il y a plusieurs cas de figure, mais l'idée, c'était de dire, ben, quand ce sont des formes de TDAH un peu classiques, on commence par les aménagements de l'environnement. Donc l'environnement, c'est la scolarité, les aménagements scolaires
Et les programmes d'entraînement aux habiletés parentales sont aussi la première ligne. En fait, c'est la première chose à faire. Et si, dans certains cas, le TDAH est trop sévère ou qu'il y a trop de conséquences, on peut envisager aussi un traitement pharmacologique d'emblée. Sinon, le traitement pharmacologique sera discuté après cette première ligne. Là, je vous ai mis la première ligne. En fait, ce qui est intéressant dans cette diapo, c'est de se dire qu'il y a, pour les recommandations, et chez l'enfant et l'adolescent, ce sera différent chez l'adulte, hein, mais chez l'enfant et l'adolescent, il n'y a pas de place, il n'y a pas de priorité pour un suivi psychologique de l'enfant, par exemple. C'est pas, les recommandations montrent que c'est pas suffisamment efficace. Donc, c'est pas, on va aller d'abord s'occuper de la dynamique familiale, de l'environnement, des parents, de l'école, parce que c'est ça qui va aider l'enfant avec TDAH. C'est pas de le suivre dans un bureau ou de lui faire de la rééducation attentionnelle ou etc. Ça n'a pas suffisamment de niveau de preuve. Ce qu'il faut faire, c'est travailler avec l'environnement. Et c'est aussi important de dire que le traitement pharmacologique du TDAH peut venir rapidement dans les recommandations. C'est pas du tout un truc ni exceptionnel, ni qui doit être fait 3 ans après tout le reste, etc. C'est aussi sur ça qu'on a voulu mettre l'accent. Mais je ne détaillerai pas le traitement ici parce que ce n'est pas c'est pas l'objet de ce soir. Donc, les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, c'est le nom générique de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que des fois, il y a des parents qui disent, on nous a proposé un groupe de parole, etc. Alors, ce ne sont pas des groupes de parole, c'est pour ça que j'ai mis un peu cette diapo. Les PEHP, ce sont des programmes structurés avec des techniques. C'est-à-dire que les parents, on ne va pas du tout les empêcher d'interagir entre eux, au contraire, parce que c'est très important le côté de soutien mutuel, de partage émotionnel. Mais l'objectif, c'est de transmettre des techniques. Donc, chaque séance doit être assez codifiée. Telle séance, c'est tel objectif. Une séance pour mettre en place un système de points, une séance pour le time-out, on verra ça tout à l'heure. Mais le nombre de séances est défini à l'avance. Alors, des fois, on pourra en rajouter une si on a pris du retard, etc. Mais il y a un canevas sur le nombre de séances il y a un manuel de référence, il y a une validation scientifique, c'est-à-dire qu'il a fallu quand même étudier ce qu'on faisait. Donc là, c'est par exemple des programmes de recherche qui sont en cours au CHU de Montpellier. Et on s'appuie aussi sur des résultats qu'on a déjà eus. Donc ça, c'est pour notre programme qui est en cours. Et donc les programmes, les exemples, je vais y venir sur la diapo suivante que tu peux passer, Jessica. Voilà. Dans le TDAH, il y a différents programmes. Le plus répandu en France, c'est le programme de Barclay. Et moi, c'est celui que j'ai fait depuis 2007 dans le service. Donc c'est vraiment le premier qui a été importé des États-Unis, on va dire. Il y en a d'autres aujourd'hui, donc le programme Incredible Years, le programme Mieux vivre avec un TDAH, Triple P qui est plutôt un programme en ligne pour les parents, et celui qu'on a fait, qu'on a justement proposé et qu'on a publié, en tout cas chez Juno l'année dernière, c'est donc le programme PEPS. Bien sûr, ces programmes, ils ont toute une base commune, c'est important de le dire, hein, on n'a pas inventé l'eau chaude, on n'a pas tout rechangé, évidemment. On s'inspire beaucoup du programme de Barclay et tous les programmes vont avoir un référentiel commun dans le TDAH et des postulats qui sont les mêmes. Alors, le programme PEPS, en fait, pour moi, qui fait ces programmes-là depuis longtemps, et Jessica et Sylvie m'ont suivi peu après. Donc, ça fait 15 ans de programme Barclay. On s'aperçoit, toutes les équipes qui font du Barclay vont dire la même chose. Petit à petit, on l'a tous adapté. On a tous finalement enlevé des séances qui nous paraissaient pas si utiles, on les a remplacées par d'autres, etc. Chacun a fait un peu son truc de son côté parce qu'on a tous voulu un peu le moderniser. Dans le programme de Barclay initial, qui est quand même au départ date des années 80, on ne parle pas de la question des écrans, on ne s'appuie pas sur les technologies pour proposer des choses, etc. Alors que là, on a voulu intégrer la gestion des écrans, qui est une des questions phares de la consultation pédopsie, hein, une des questions les plus posées par les parents. On a aussi beaucoup, nous en tout cas à Montpellier, mis l'accent sur le côté régulation des émotions et le côté crise de colère. C'est une des demandes pour moi en consultation, je trouve, qui revient le plus souvent pour les familles. Comment on gère justement les emportements émotionnels, etc. Donc ça, c'était un point où on a voulu vraiment mettre l'accent, faire des séances dédiées à ça. Et en s'appuyant aussi sur notre expérience et nos pratiques de résistance non violente. Donc, on a implémenté des outils de résistance non violente dans notre programme pour répondre à cette question des crises violentes, en fait, qui interroge beaucoup les familles. Ensuite,
je trouve qu'il y a un côté parfois dans le Barclay, pour l'animer depuis longtemps, c'est pas grave Jessica, tu peux rester sur celle-là, mais il y a un côté qui est que je trouve très scolaire. Alors pour ceux qui ont déjà pris le manuel de Barclay, qui ont travaillé sur cette question, je trouve que ça s'applique pas trop et pas toujours à notre société en fait. Je trouve que alors peut-être les Américains sont différents, je ne le connais pas bien, mais en tout cas, moi, pour mes patients, c'est une population globale de CHU, hein. C'est aussi une population de secteur tout venant standard. Mais je trouve que le côté trop scolaire de Barclay ne correspond pas, qu'on est aussi obligé, pour moi, de mettre un peu plus de souplesse. C'est-à-dire, c'est pas comme donner des devoirs à un enfant. Même s'il y a des tâches interséances, il faut accepter que les parents ne les auront pas fait, n'en sont pas à ce niveau-là, ne sont pas prêts, etc. Parce que si on est trop dans un truc de prof d'école, en fait, on va perdre tout le monde. Les parents n'ont pas envie d'être culpabilisés par des animateurs de groupe. C'est déjà pas facile de venir dans ce type de programme. Si en plus c'est pour qu'on vous dise ah mais vous n'avez pas fait la tâche de la dernière fois et pourquoi et machin, on sait qu'on va perdre tout le monde. Les parents ont possiblement en probabilité un TDAH également, donc on ne peut pas les mettre trop à l'épreuve. C'est déjà énorme de participer. Donc le côté trop scolaire et trop carré, pour moi, je l'ai beaucoup plus laissé tomber. Au début, j'étais assez rigide sur, ben voilà, le moment spécial, c'est 20 minutes par jour et c'est comme ça. Maintenant, je peux pouvoir beaucoup plus élargir et dire, bon, ben, vous le faites quand vous pouvez, mais ayez cette attention et essayez d'y penser. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Donc, on a voulu, et je pense que dans ce programme, l'idée, c'était aussi de mettre cette souplesse qui, moi, me semble importante si on veut ne pas perdre tout le monde en route quand on anime des groupes et ne pas avoir un effet contre-productif en culpabilisant les familles. Alors, le programme PEPS, comme pour tous les PEHP classiques, c'est une dizaine, douzaine de familles, c'est des groupes, une séance toutes les 2 semaines avec des tâches, etc. Ça, c'est le modèle un peu classique, mais nous, on a voulu adapter les choses pour plein de raisons de notre organisation de service. Donc, alors dans le service, on ne fait pas d'individuel, bien sûr, ce ne serait pas possible simplement matériellement, mais ça, on peut le trouver en libéral. Donc, c'est aussi des choses qu'on peut proposer sur le secteur libéral. Et c'est pour ça que c'est important de se former, même si on est tout seul en libéral et qu'on ne prévoit pas d'animer un groupe. Nous, on anime des groupes et on les fait plus aujourd'hui en distanciel depuis la crise sanitaire, c'est-à-dire en visio comme aujourd'hui. Exactement la même chose. On présente des diapos et les parents interagissent entre eux et avec nous sur le chat, comme vous êtes en train de le faire au moment où je vous parle. Et nous, on s'appuie sur les retours pour modifier notre propos, pour répondre aux questions, etc. Et c'est très vivant et surtout, c'est très pratique. Donc, c'est important. Et puis, on fait aussi du PEHP en stage, c'est-à-dire au lieu de faire toutes les 10 ou 13 séances selon comment on les agence, on fait tout sur 2 jours et ça permet aux parents de se libérer aussi un peu plus facilement. Ça, je ne détaillerai pas là parce que ce serait trop long. Par contre, je vais dire un mot du système online parce que je pense que et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de décider aussi avec la délégation interministérielle troubles du neurodéveloppement. On sait qu'il faut répandre de plus en plus tous les programmes d'entraînement aux habiletés parentales parce que, comme vous l'avez vu, c'est la première ligne dans les recommandations. Donc, c'est-à-dire que tous les parents quasiment dont l'enfant a un TDAH devraient pouvoir y avoir accès. 5% de la population, vous faites le calcul, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout prêt pour cette offre de soins. Mais ce qui peut faciliter la mise en œuvre de tout ça, ce sera clairement le fait de le faire en visio. Et ça, c'est un des points finalement importants et d'avenir, je pense, du PEHP. Nous, on le fait déjà depuis la crise sanitaire, mais je pense que ça va être aussi de plus en plus répandu parce que ça répond aussi à une demande des familles, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de se connecter que de traverser toute la ville pour venir se garer, venir assister au truc, etc. Vous devez vous bloquer quasiment une demi-journée pour y assister en présence, alors que en visio, c'est très simple. Ça permet aussi aux parents d'être parfois en double tâche, hein, s'ils ont eux-mêmes un TDAH, de ne pas se sentir prisonniers dans une salle enfermée. Donc, ça les libère aussi et certains, ça leur permet simplement d'y avoir accès. Depuis qu'on fait des groupes en visio, on a beaucoup plus de parité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de pairs qu'avant, parce qu'avant, c'était quand même extrêmement féminin, hein, les groupes de guidance éducative. Et là, ça s'équilibre. C'est toujours plus féminin, mais il y a un meilleur équilibre. Pour des parents qui n'osent pas forcément
franchir la porte du service, ben, le fait de se connecter et de pouvoir interagir quand même, ben, c'est beaucoup plus facile socialement. Donc, on permet à beaucoup plus de personnes finalement de bénéficier de ce programme qui est quand même la première ligne. Et donc, c'est un peu pour moi l'avenir des PEHP. Et je pense que, et d'ailleurs, à la HAS, dans nos recommandations, on a voulu laisser la porte ouverte sur la question de la visio, parce qu'on se doute bien que sinon, ça va être un enfer. C'est-à-dire, soit nous, même à l'hôpital, les gens habitent à Montpellier, mais bon, rien que se garer à l'hôpital, il faut qu'ils s'y prennent 1 heure avant. Et quand on habite dans la Creuse ou n'importe, bah, il faut brasser toute une population. C'est compliqué aussi pour tout le monde. Donc voilà, donc c'est toute une nouvelle façon de penser aussi le soutien en pédopsie. Pour revenir, du coup, ben, je laisse la parole à Sylvie. Oui, merci Nathalie. Oui, bonjour. Alors, donc moi, je m'appelle donc Sylvie Brona. Je suis éducatrice. Je suis spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement, des apprentissages et du comportement. Donc, je suis aguerrie au programme PEPS, au programme REACT aussi. Donc, je reçois par contre essentiellement aujourd'hui les familles, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui essentiellement les familles en libéral. Donc on a vu les plusieurs possibilités, hein, online, en groupe intensif, tous les 15 jours. Alors moi, ça va être plutôt recevoir les familles en libéral. Soit elles ont déjà fait le programme, un des programmes comme il vous a été présenté, et elles ont besoin de revenir sur certaines séances pour pouvoir s'en saisir parce que ça peut être parfois compliqué à mettre en place. Soit, comme tu l'as dit, Nathalie, bah, il y a parfois une gêne sociale et une difficulté à se présenter, à participer à des groupes. Voilà, donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines familles vont plutôt choisir la version libérale. Donc la version libérale, ben, ça permet aussi un travail de terrain, d'être aussi, mais comme le fait le CHU, en relation très directe avec la scolarité et les équipes pédagogiques. Donc, le contenu du programme, pour en terminer avec ma présentation du programme PEPS, il y a une partie de psychoéducation qui est effectivement, comme tu l'as souligné tout à l'heure, extrêmement importante. C'est une étape qui est indispensable, quelle que soit la situation, qu'elle soit complexe ou pas. On se rend bien compte que la psychoéducation, donc expliquer aux parents de quoi ils retournent quand on parle de TDAH, qu'est-ce que c'est que le TDAH? C'est un trouble qui paraît parfois simple, mais qui en vrai est très complexe, avec vraiment c'est des facteurs multidimensionnels. Donc c'est vraiment important que les parents comprennent de quoi on parle quand on parle de TDAH. Et dans quelle mesure leur enfant ne le fait pas exprès, parce que c'est souvent quand même ce qu'on entend au début des séances, c'est mal compris. Les comportements des enfants sont quand même très mal compris et appréciés par les parents, mais aussi par l'entourage. Hein, des enfants qui sont mal éduqués, voilà, qui font exprès, qui ont un mauvais caractère, alors que non, il y a vraiment une notion de trouble du neurodéveloppement. Et là, c'est toute la partie psychoéducation qui va permettre à ces parents de comprendre de quoi on parle et qui va les aider aussi à devenir ce que nous on appelle des parents experts, c'est-à-dire comme dans beaucoup de troubles hein, et de pathologies, de maladies, de bien connaître le trouble de son enfant pour pouvoir mieux s'y adapter, s'ajuster et mettre en place ce dont il a besoin pour l'aider à mieux grandir. Donc c'est une partie qui est vraiment à nos yeux extrêmement importante. Elle va être suivie d'un programme qui comporte 13 séances. Donc ces 13 séances sont des séances à thème qui vont permettre d'aborder plusieurs thèmes. On va le voir par la suite, plusieurs thèmes en fonction des difficultés que les parents rencontrent. Et il y a aussi une partie qui va être adaptée aux ados, ce qui n'existait pas. Déjà, le programme PEPS, vous allez le voir par la suite, certaines séances qui n'existaient pas dans le programme Barclay. Et la partie ado n'existait pas non plus, ne faisait pas partie du programme Barclay, hein, comme on vous l'a dit, qui est quand même qui commence à dater un petit peu et qui du coup n'est pas forcément, il y a 50 ans, on n'avait pas de problème avec les écrans.
Voilà, donc merci. La psychoéducation en première ligne, elle est vraiment indispensable. C'est ce que je vous disais. Il s'agit vraiment d'expliquer le diagnostic et le trouble de l'enfant, de quoi on parle quand on parle de TDAH, de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il n'y a pas de TDA, il n'y a pas de, enfin c'est voilà, c'est un TDAH. Et on va parler aussi beaucoup de comorbidité, donc de troubles associés qui font grandement partie, qui sont, enfin, du trouble TDAH. Donc, il est rarement seul. La comorbidité, c'est la règle. Donc, il faut aussi passer pas mal de temps pour confronter les idées reçues. Aux données médicales, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Je pense que ça commence à s'atténuer un petit peu, mais il y en a encore quand même beaucoup. Bon, je pense que les médias ne nous ont pas forcément aidés par le passé. Maintenant, la communication est nettement meilleure autour du sujet, mais enfin, il y a encore de quoi faire. Il faut donner aussi beaucoup de perspectives d'évolution aux parents. C'est très important parce que ce sont des parents en grande difficulté généralement et qui ont vraiment besoin de comprendre, OK, de quoi on parle quand on parle de TDAH, mais c'est quoi le devenir d'un enfant qui souffre d'un TDAH. Voilà, c'est pas voilà, à quoi on se définit pas à travers juste un TDAH et comment voilà comment on peut se projeter avec un enfant qui souffre de ce trouble. Donc, il faut aussi passer du temps sur les différents traitements. Alors, souvent, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de questions aussi sur ce sujet. Et c'est tout à fait logique parce que c'est une question toujours sensible d'être amené à accepter un traitement pour aider son enfant. C'est pas une chose facile. Donc voilà, il faut que les parents soient vraiment éclairés à ce sujet et répondre aux questions, donner à toutes les questions possibles de la part des parents, de la part parfois des enfants hein, qui transmettent, alors pas lors des groupes, mais qui posent des questions à leurs propres parents et donner des sources d'infos fiables. Donc la psychoéducation, c'est déjà une grande étape. Elle aide à déculpabiliser et rassurer les familles. Ça, c'est vraiment indispensable. On voit même que parfois, même avant d'aborder les techniques, les parents ont tendance à changer déjà de comportement et avoir une meilleure tolérance des symptômes face aux symptômes de leur enfant du fait de la psychoéducation. Parce que bah, ils comprennent mieux, bah oui, qu'effectivement il le fait pas exprès, que c'est lié à son trouble et que du coup, inconsciemment ou consciemment, ils vont devenir beaucoup plus tolérants. Donc, ça permet aussi d'éviter les fausses interprétations. Hein. C'est un fainéant, c'est ça. Hein. C'est toutes ces façons de penser. Non, il n'est pas fainéant. Il a des difficultés à se mettre à la tâche. Il a des difficultés au niveau de la motivation. Tout ça, c'est lié au trouble et tout ça, c'est vraiment détaillé dans la psychoéducation. Ça permet d'avoir aussi des informations précises sur ce qui est efficace ou non, ne pas perdre de temps et d'argent. Alors pourquoi? Bah oui, parce que on entend un peu tout au sujet du TDAH et que parfois bah, les familles se perdent dans des solutions qui n'en sont pas et qui peuvent être parfois, pas toujours, mais parfois très coûteuses. Donc c'est important d'aller à l'essentiel et d'être pertinent. C'est très important pour les familles et pour l'enfant parce que perdre du temps pour l'enfant, c'est perdre du temps aussi par rapport à son évolution. Ça permet aussi de s'interroger sur son propre TDAH parental. Ça, c'est une question très importante parce qu'on voit bien que au travers de la psychoéducation, beaucoup de parents, bah, finalement, font un petit peu regardent dans le rétro et se disent, ah mais oui, mais c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, je me comportais aussi comme ça. Je vois aujourd'hui, je suis impulsif, je m'énerve très facilement. Dès qu'il crie, je crie. Bon, il n'y a pas que les TDAH qui fonctionnent comme ça, mais on voit bien que l'impulsivité, l'hyperactivité parentale, parfois, peut être un frein à la bonne application des stratégies de PEHP. Donc c'est intéressant de voir les parents s'interroger et parfois être diagnostiqués à leur tour. 13 étapes de la guidance du programme PEPS. Alors, les séances sont composées de... Alors, la première, c'est comprendre les schémas de la non-obéissance et le renforcement positif.
La deuxième, mettre en place un temps privilégié avec l'enfant. On appelait ça aussi dans le parking moment spécial. Optimiser l'efficacité des consignes, c'est la troisième. Améliorer la gestion du temps. Alors ça, c'est une séance qui a été rajoutée, qui ne faisait pas partie du programme Barclay à l'origine. Mais on sait aujourd'hui que la gestion du temps est vraiment aussi un trouble associé au TDAH qui perdure aussi beaucoup à l'âge adulte. Hein. C'est pas un trouble qui s'estompe avec le temps, donc c'est très important de le prendre en considération. Apprendre à l'enfant à ne pas déranger, proposer un système de points pour automatiser les routines, gérer les comportements problématiques avec le time-out. Donc ça, voilà les 7 premières séances. Ensuite, vous avez en huitième la gestion des crises émotionnelles. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, ça fait partie aussi des séances complémentaires, des séances qui n'étaient pas dans le programme Barclay, mais qui aujourd'hui sont essentielles, hein, doivent absolument figurer dans le programme. Pour aider les parents à gérer les crises parce que on a beaucoup d'enfants qui souffrent de troubles de l'opposition avec parfois provocation. Donc ça va générer très souvent des crises émotionnelles qu'il va falloir savoir gérer. Réparer plutôt que punir, c'est-à-dire que ce sont des parents qui, malgré ce qu'on peut dire, ne sont pas laxistes, mais plutôt coercitifs et vont avoir recours plus souvent à la punition. Une punition, c'est quelque chose d'assez... une punition à répétition, sur des enfants qui sont beaucoup punis, ça finit par être plutôt toxique et renvoyer l'enfant à quelque chose de très négatif. Donc ça va plutôt renforcer les symptômes qu'autre chose. Donc l'idée, c'est de les apprendre, de leur apprendre à réparer. Ensuite, il y a une séance aussi qui a été rajoutée. Alors là, on fait le lien un peu avec le programme React. Prendre soin de soi en tant que parent. C'est presque une séance qui devrait apparaître en premier parce que tellement elle nous paraît indispensable. Mais bon, c'est pas une séance qui serait comprise si on l'a placée d'entrée de jeu parce que les parents ont besoin de techniques rapidement pour se sentir efficaces. Alors que, en premier lieu, l'idée, c'est que déjà les parents comprennent que si ils arrivent à prendre soin d'eux, s'ils arrivent à déjà à aller un petit peu mieux, ils pourront être eux-mêmes un peu plus efficaces et mieux assimiler les séances et les pratiquer à la maison. Apprendre à l'enfant à bien se comporter dans les lieux publics. Alors ça, c'est une séance qui est quand même plus adaptée pour les tout petits. Accompagner les devoirs scolaires et faire le lien avec l'école. Grosse séance. Gérer les écrans, ça aussi, c'est une séance qui n'existait pas dans le programme Barclay. Voilà, parce qu'il n'y avait pas vraiment de difficultés au niveau des écrans. Il y a très peu d'écrans. Voilà. Et il y a une partie aussi dans le PEPS merci, qui a été développé autour des adolescents, c'est très important. Donc, adolescents avec TDAH, ce qu'il faut comprendre, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que les moins de 10, 12 ans. Hein, donc, passé 12 ans, on voit bien que les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc, c'est important de pouvoir donner des stratégies aux parents qui correspondent aux difficultés d'un adolescent. TDAH, mettre en place des compromis pour augmenter l'autonomie. On a parlé du système de points au niveau enfin dans le programme, dans les premières séances pour les plus jeunes. C'est assez infantilisant, donc on est plus sur un système de compromis pour infantilisant, je veux dire pour les adolescents, donc on est plus sur un système de compromis. Et on va aussi, il y a toute une séance sur la gestion des situations à risque parce que c'est forcément enfin forcément, on sait que chez les personnes ayant un TDAH, ce sont des situations fréquemment problématiques et on peut parler d'addiction, on peut parler voilà, de mise en danger de toutes sortes, mais il est vraiment important d'aborder ce sujet avec les parents d'adolescents parce que c'est un sujet délicat et en même temps vraiment indispensable. Merci Sylvie. Du coup, je vais poursuivre rapidement Avec parce qu'il plaisir. ne me reste pas beaucoup de temps, mais je vais rapidement vous présenter les grandes lignes du programme. Donc là, on a vu l'ensemble des séances et du coup, je vais détailler un petit peu le contenu de certaines d'entre elles, mais vraiment rapidement. Tu as 10 La... minutes, hein, Jessica, tu as 10 Bon, minutes. ça va, ça va, je suis rassurée, merci. Alors, il y a une succession quand même à respecter dans
dans les séances, les premières stratégies vont se centrer sur mettre son attention sur les comportements adaptés de l'enfant pour pouvoir augmenter leur fréquence d'apparition et aussi essayer un peu d'améliorer la relation aussi entre le parent et l'enfant, ce qui est très important aussi et qui est la base de ces programmes-là, puisque souvent cette relation, elle est quand même assez négative, avec parfois beaucoup de ressentiment des parents envers l'enfant, qui leur fait vivre un enfer au quotidien. Donc, toute l'importance de changer un petit peu d'état d'esprit et sans culpabiliser les parents, hein, bien sûr, c'est normal qu'ils en sont arrivés là, qu'ils en soient arrivés là, mais on va essayer de centrer leur attention sur le renforcement positif dans la première séance, comprendre que les punitions ne fonctionnent pas, elles sont même délétères dans le TDAH, Sylvie nous l'a déjà dit, et on va essayer d'amener les parents à renforcer positivement les comportements, les bons comportements du quotidien de l'enfant qui sont parfois finalement banalisés, où on se dit bah, c'est normal, je vais quand même pas le féliciter pour ça, ou parfois parce que ce sont de petits efforts ou que l'enfant fait pas totalement correctement, il va falloir quand même essayer d'identifier ces moments-là pour un peu changer la balance, où ce sont des enfants où les comportements problématiques font beaucoup de bruit, donc sont beaucoup pointés de la part des parents, prennent beaucoup de place, et du coup, ben, on va essayer de renverser et de porter aussi son attention plus fréquemment sur les comportements positifs et se rendre compte aussi, parce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle du comportement, que lorsqu'on donne de l'attention, même si elle est négative, à un comportement perturbateur, ça risque d'augmenter sa probabilité d'apparition dans le quotidien. Donc ça, c'est de prendre conscience que sans s'en rendre compte, le parent va renforcer au quotidien les comportements négatifs et problématiques et augmenter leur fréquence d'apparition. Donc on va essayer de changer ça. Et pour ça, il faut aussi passer du temps de qualité avec l'enfant. Et ça, c'est une deuxième étape du programme qui est le moment spécial où on va, voilà, Nathalie nous en a un peu parlé aussi, essayer de passer du temps de qualité en tête à tête. Il y a la notion de disponibilité derrière aussi dans la relation et d'être vraiment dans quelque chose de très positif, d'avoir aucune attente vis-à-vis de son enfant dans ces moments-là, aucune attente éducative, aucune attente académique, pour faire en sorte que ça soit des moments agréables pour le parent et pour l'enfant. Ensuite, il y a une étape qui voilà, qui parle pas toujours à tout le monde et qui est un peu à contre-courant, c'est voilà, c'est de prendre conscience aussi que souvent on porte de l'attention à l'enfant lorsqu'il va nous déranger, lorsqu'il va nous solliciter, et finalement quand il joue calmement tout seul, on a tendance à se dire bon ben voilà, pour une fois qu'il me dérange pas, je vais pas aller le solliciter, et dans cette séance, ben, on va apprendre à faire un petit peu le contraire, à prendre les choses à contre-courant, et on va essayer de valoriser l'enfant, au contraire, lorsqu'il parvient à jouer seul. De cette manière-là, on va lui apprendre en quelque sorte à s'occuper. Et c'est un défi parfois pour certaines familles qui est très important parce qu'il y a des familles qui vont vous dire, voilà, moi, j'ai même pas 5 minutes pour préparer à manger le soir parce qu'ils sont toujours derrière moi, ils me sollicitent constamment. Et du coup, ben, ça a toute une importance aussi pour la qualité de vie de ces familles que l'enfant puisse apprendre à jouer seul. Ensuite, il y a une étape aussi très importante qui est finalement un système d'émulation, un système motivationnel qui va aider ces enfants à fournir des efforts supplémentaires pour automatiser les routines du quotidien. C'est ce qu'on appelle le système d'économie de jetons, parce que parfois, ben, voilà, l'effort nécessaire pour l'enfant pour s'engager dans ces tâches du quotidien qui sont coûteuses pour lui parce qu'elles sont non automatisées, va nécessiter un renforcement plus puissant et ce système de points, de cette manière-là, l'enfant va pouvoir déjà savoir ce que le parent attend de lui et à quel moment dans la journée, et pouvoir gagner des points et pouvoir les échanger ensuite contre des privilèges dans le quotidien. Et ça, c'est très important pour motiver l'enfant dans ses routines. Alors, c'est un système pour lequel qu'on met en place un certain nombre de semaines, mais pour lequel rapidement on va se détacher une fois que l'enfant a automatisé la routine qu'on souhaitait lui apprendre.
Ensuite, ça, on passe sur les stratégies plutôt de gestion des comportements problématiques. Une des stratégies, c'est le time out ou le temps mort. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Alors, c'est justement une stratégie qui a été médiatisée, mais souvent mal médiatisée. C'est une technique de retrait d'attention, hein, face à un comportement inadapté de l'enfant, face à un refus d'obtempérer ou une transgression d'une règle, où on va mettre l'enfant en temps d'arrêt pour lui permettre aussi de retrouver son calme. Mais donc, ce n'est pas forcément une punition, hein, c'est vraiment un retrait, une mise à l'écart. Comme on dit, voilà, c'est d'être sur le banc de touche, hein, comme on pourrait dire dans certains sports collectifs aussi. Donc, c'est une stratégie qui fonctionne bien, mais qui fonctionne par contre pour les plus jeunes. Ça, c'est important de l'avoir en tête et qui ne va pas fonctionner avec tous les enfants. C'est-à-dire les enfants qui ont des difficultés de régulation émotionnelle, qui vont vite perdre une certaine stabilité émotionnelle face à cette stratégie, ben, on va changer finalement de mode d'intervention et on va passer à la gestion de la crise parce que pour certains enfants, cette mise à l'écart va être trop insupportable et va déclencher une crise émotionnelle. Donc, pour ces enfants-là, c'est une stratégie qu'on ne maintiendra pas et on passera plutôt sur une stratégie de gestion de la crise. Donc, cette séance-là, c'est une séance qu'on a rajoutée, mais que les parents attendent toujours avec beaucoup d'impatience, puisque c'est souvent ce qui ramène et ce qui les met en difficulté dans le quotidien, avec des enfants parfois qui font voilà, plusieurs crises par jour, en tout cas par semaine. Et on sait que chez les enfants qui ont un TDAH, on a quand même 70% d'entre eux qui présentent cette difficulté de régulation émotionnelle, avec à la fois une irritabilité chronique, hein, des enfants qui partent au quart de tour et des crises de colère aussi, on dit qu'ils sont d'intensité supérieure et aussi de durée supérieure à leur âge développemental. Il y a cette notion d'intolérance à la frustration et aussi d'explosivité, hein, qui met en difficulté les familles dans leur quotidien. Donc, on va leur présenter des stratégies spécifiques qu'on va développer à partir d'un schéma de la crise émotionnelle. Alors, comment ça se passe, ce débordement émotionnel chez les enfants qui ont une dysrégulation émotionnelle? En fait, c'est le fait de ressentir les émotions. En fait, au lieu de les ressentir à 100%, ils montent beaucoup plus haut, ils montent à 300. Ils montent beaucoup plus vite souvent et surtout ça dure beaucoup plus longtemps. Et ce qui se passe dans une journée, c'est qu'on est tous traversés par des émotions, mais celles-ci, elles passent, elles redescendent, on retrouve un niveau émotionnel de base, alors que chez ces enfants-là, vu que ça dure plus longtemps, ils se retrouvent avec un effet un peu cocotte-minute qui va faire qu'ils vont exploser. Et d'autant plus si l'enfant a un petit profil un peu anxieux, il va essayer de contenir ses émotions et puis il va exploser, et souvent exploser face à sa figure d'attachement, donc décharger son émotion contre le parent. Et ça, c'est parfois difficile aussi à supporter pour le parent qui a l'impression que cette émotion, elle lui est adressée. Bien entendu, c'est pas le cas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est les émotions, c'est une réaction physiologique qu'on ne peut pas contrôler, hein. On ne peut pas se dire, bah là, je n'ai pas envie de ressentir trop fort cette émotion, hein. Mais par contre, on va pouvoir agir malgré tout pour éviter parfois de monter trop haut ou à parvenir à redescendre plus vite. Donc ça, on va en parler avec les parents, mais on va aussi surtout leur apprendre à gérer la phase qu'on dit de plateau, c'est-à-dire lorsque l'enfant est hors de contrôle, donc lorsque la crise a explosé. Et on va apprendre justement que pendant cette phase-là, par contre, c'est la phase pour laquelle il n'y a plus rien à faire. Donc la communication est inutile et s'il y a un risque d'escalade, il faut ne pas interagir, voire s'éloigner, attendre que ça passe et se protéger si besoin. Réparer plutôt que punir, voilà, c'est quelque chose qu'on va aussi développer avec les parents. Du coup, ça permet souvent de compenser le préjudice sans altérer la relation, hein, et ça maintient l'estime de soi du jeune. Donc, il peut y avoir des réparations à l'identique où on va restaurer ce qui a été cassé ou participer financièrement ou rendre un service à quelqu'un à qui on a porté un tort, soit ce qu'on appelle des travaux d'intérêt familial qui vont être des tâches, on va dire, quotidiennes, des tâches ménagères exceptionnelles auxquelles l'enfant habituellement ne participe pas. Ce sont des actes et pas des paroles, les réparations.
Prendre soin de soi, je vais passer rapidement parce que Sylvie en a bien parlé. C'est une étape indispensable et c'est vrai qui permet parfois de prévenir le burn-out parental. Et certains parents vont avoir besoin de s'engager pour eux-mêmes, parfois dans des soins, soit vis-à-vis de leur propre TDAH, soit parfois du fait de difficultés aussi émotionnelles. La gestion des écrans, c'est aussi une séance très, très, très importante où la règle d'or, ça va être de communiquer avec son enfant, de comprendre aussi ce qu'il fait derrière les écrans et aussi de montrer l'exemple en tant que parent, hein. C'est important et on sait qu'il y a beaucoup de technoférence entre les enfants et les parents et c'est parfois ce qui est à l'origine, en tout cas, des problèmes dans la gestion des écrans. Euh, la partie adolescent, je vais aussi passer rapidement parce que Sylvie nous l'a un petit peu détaillé. On s'appuie sur des stratégies de résistance non violente basées sur la nouvelle autorité. On va expliquer ce que c'est qu'un ado et ce que les enjeux d'un ado qui a un TDAH. Alors, ce qui est positif, c'est que souvent, il n'y a pas de grand changement quand l'ado a un adolescent, quand l'adolescent a un TDAH, puisque les parents ils disent, moi, en fait, sa crise d'ado, il l'a fait il y a bien longtemps. Elle a commencé quand il était beaucoup plus jeune, puisqu'il avait déjà une dysrégulation émotionnelle et déjà des difficultés d'organisation. Et on évoque aussi voilà, les situations à risque pour que les parents puissent savoir comment répondre dans ces situations-là auxquelles ils risquent d'être confrontés. Je vais redonner la parole à Nathalie pour conclure. Oui, pour conclure, parce qu'on a quand même pas mal débordé, mais j'ai essayé de prendre les questions au fil de l'eau sur le chat, donc je verrai ce qui reste après pour les 10 minutes ensemble. Mais donc, c'était peut-être un mot qui, suite aux recommandations de la HAS, tout ça, l'efficacité de ces programmes, c'est peut-être voilà, important de le dire, ça a été largement testé, évalué. Je parle en général, hein, pas tant le programme PEPS que tous les autres, mais ça ne va pas changer le niveau des symptômes du TDAH. L'enfant garde son inattention, garde ses symptômes d'hyperactivité, etc. Mais par contre, ça améliore la tolérance familiale. Ça permet de voir les choses autrement, souvent dans ce que disent les parents, de changer d'état d'esprit, d'être dans un mood plus positif, plus encourageant. Et donc, ça va améliorer plutôt dans ce qui est noté comme étant modifié, c'est l'amélioration des relations intrafamiliales, la diminution du stress parental, l'augmentation du sentiment de compétence parentale aussi, et indirectement, ou par ricochet, on va dire l'amélioration de l'estime de soi de l'enfant, parce que le risque étant que l'enfant soit toujours puni, se sente dévalorisé, frustré, etc. Donc là, on le remet quand même dans une dynamique positive où on le valorise et l'objectif, c'est celui-là finalement. Et donc sur le long terme, on sait que c'est très important de montrer aux parents justement dans quelle direction il faut aller pour la suite et pour éviter aussi les complications du TDAH. En fait, ce qui est démontré, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est juste une donnée peut-être la plus solide sur les programmes et sur l'éducation, c'est que l'éducation coercitive, punition, cris, violence éducative ordinaire, etc., c'est celle qui est le plus à risque de comportements violents chez les enfants en général, mais en particulier avec un TDAH, ils sont beaucoup plus à risque de troubles des conduites. Voilà, plus on est dans des comportements coercitifs avec eux, plus ils vont, eux, devenir violents. Donc, c'est pour ça qu'il faut casser cette spirale infernale et qu'il faut apprendre aux parents des choses beaucoup plus positives, bienveillantes, etc., sans utiliser les cris, la violence, pour justement modifier la trajectoire, parce que c'est vraiment un point qui est très important chez ces enfants à risque. Et donc, je voulais terminer avec une diapo positive, d'abord pour vous remercier de votre attention et pour citer, là, vous avez vu que beaucoup de personnalités font leur coming out de TDAH en ce moment. Ça devient un peu j'allais dire la mode, peut-être pas, mais tant mieux parce que ça fait tellement d'années de tabous, de trucs de honte sociale et tout. Donc, la chanteuse Louane, le chanteur Amir, qui est dentiste aussi au passage, hein, donc il n'est pas juste chanteur, Michel Simès, il y en a qui en parlent régulièrement là en ce moment sur les plateaux. Le youtubeur Squeezie, et là, ça devait être elle, Jessica, c'est la chanteuse Pomme qui en a parlé dans le documentaire sur la santé mentale. Donc, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant aussi, là, beaucoup de parents demandent des ressources. Donc, moi, je réadresse beaucoup sur le site Hyper Super. Je trouve qu'ils ont pas mal de choses, que c'est très bien fait. Et, on participe, moi, je fais partie de leur conseil scientifique, etc. Mais même des fois sur les plateformes, sur YouTube, même sur TikTok, etc., d'aller voir avec les jeunes des témoignages d'autres jeunes avec TDAH. C'est intéressant aussi, ces témoignages-là, parce qu'ils peuvent mieux s'identifier
à d'autres jeunes. On parle beaucoup de santé mentale, il y a un effet de déstigmatisation. C'est important pour les ados aujourd'hui qu'on leur donne des modèles positifs. Avoir un TDAH n'a jamais empêché de faire des études brillantes, n'a jamais empêché de réaliser ses rêves, etc. Donc, je pense que c'est aussi la psychoéducation, c'est aussi donner des modèles de projection et d'identification positive. Donc voilà, je crois qu'on a fini pour notre diaporama, mais on va prendre vos questions. Et ça, je dirais que même les modèles positifs, c'est presque tout aussi important pour les parents que pour les enfants, parce que c'est aussi dire aux parents qu'il ne faut pas renoncer à quelques projets que ce soit à cause du TDAH. Au contraire, c'est des enfants qui ont des potentialités importantes et qu'il faut accompagner au mieux pour qu'ils puissent les développer. On sait que quand l'enfant est motivé, il arrive à se concentrer. Et donc, pour les adultes et les grands adolescents, ça va surtout être ça, qu'ils trouvent leur voie, qu'ils trouvent ce qui les intéresse. Et là, on sait que leur TDAH va devenir aussi beaucoup moins gênant. Ça, on vous a mis le livre du programme qui détaille un peu tous les points qu'on vient d'aborder, beaucoup plus dans le détail. Donc voilà, je crois que on peut Ok. aussi repartir maintenant de vos questions. J'essaie d'en traiter un peu comme ça, mais je pense que Vincent et Théodore vont nous faire remonter les questions qu'on n'a pas Absolument. vues. Absolument. Merci vraiment à toutes les trois. On voit bien qu'en 40 minutes, c'est un peu court pour présenter, mais il y a eu beaucoup de questions. Je vous propose là de voir tout de suite avec Vincent et Théo et peut-être de les rassembler autour, me semble-t-il, des questions qui étaient posées. C'était comment se former? Alors, c'est une première question. Et comment les conduire? Comment, en fait, c'est leur mise en place, hein, comment organiser? Et je pense que les questions vont être autour de ça. Voilà, Vincent ou Théodore? Oui, c'est ça. Bah, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions et c'est vrai que vous y avez un peu répondu partiellement, mais on va les reprendre un petit peu. On va en prendre certaines en tout cas aussi pour le replay. Il y avait des questions autour de la mise en application, en tout cas s'il existe des supports ou des programmes à destination des enseignants et des écoles, en dehors des aménagements qui sont proposés pour les Alors, enfants je, identifiés. je, enfin, je laisse Nathalie répondre. Vas-y. Alors, il y a pas. Alors, la formation enfin, c'est au cœur des problématiques actuelles, la formation des enseignants, mais il y a le développement des pôles d'appui à la scolarité qui vont intervenir justement pour aider les enseignants dans l'intégration des enfants qui ont des TND, hein, pas que les TSA d'ailleurs, les TDAH aussi. Et après, il existe des programmes aussi, mais ça a encore du mal à prendre en France. Nathalie, tu veux peut-être compléter? Oui, bah, c'est un des enjeux. Là, en fait, il y a beaucoup de volonté à la DIA dont je parlais, mais au niveau ministériel pour augmenter toute la formation à la fois des professionnels de santé sur le terrain, dans les lieux de soins et des enseignants aussi. C'est la même démarche. Je ne connais pas véritablement les programmes. L'idée, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en train d'être élaborées. Tu vois, Jessica, tu avais plus suivi que moi les développements de l'éducation nationale. C'est un des objectifs. Alors, c'est mieux au fil des années. On voit que les enseignants sont beaucoup plus sensibilisés. C'est pas encore parfait, c'est sûr. Il peut toujours y avoir des témoignages difficiles, mais voilà, je sais pas exactement où on en est de ça. Nous, je suis pas intervenue directement sur les enseignants depuis un moment, mais oui, Alors, c'est un des points. on travaille avec Stéphane Sarrazin, Nathalie, qui est Hum, directeur pédagogique de plusieurs ITEP à Toulouse, qui hum, représente l'association des ITEP et de leur réseau au CNCPH, et qui fait des formations autour de troubles du comportement et scolarisation. Alors, on n'est pas strictement dans le TDAH, hein, hum. on est plutôt Oui. aussi chez les enfants avec des troubles d'opposition avec provocation, troubles des conduites, voilà. Mais c'est assez intéressant parce que c'est tout à fait effectivement spécifique d'intervenir en tant que professionnel dans une équipe et une institution. Il y a une dimension systémique, alors que là, c'est vraiment un programme par an, hein, que vous avez proposé. Hum. Oui, puis je vois la formation des AESH, tout ça, c'est des vraies questions, hein. C'est des questions centrales aujourd'hui parce que ce sont des personnes du dispositif. Donc ça, c'est effectivement, et là, oui, la disparition des médecins éducation nationale, des psy-EN qui sont pas assez nombreux. Enfin, il y a plein de soucis divers et variés
pour la formation des enseignants. Moi, j'ai l'impression sur le terrain, mais c'est une impression de terrain, que la formation se fait de mieux en mieux parce que les enseignants sont aussi, comme tout le monde, de plus en plus concernés. Donc, il suffit qu'eux-mêmes soient aient un enfant TDAH pour beaucoup plus porter les choses, etc. Et que par capillarité, comme globalement la société commence à être mieux informée, l'éducation nationale est en train aussi beaucoup de bouger. Je trouve que ça n'a rien à voir aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a 10 ou 15 ans. Donc c'est très bien, mais enfin, on a toujours des expériences, un peu des poches de résistance contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose parfois, qui sont rapportées par les familles. Donc voilà, je vois qu'il y en a qui ont peut-être plus de pistes là-dessus. Donc en tout cas, ce sont des dossiers qui sont sur la table du ministère pour justement permettre que les recommandations au fil du temps soient appliquées en France, quoi. Parce que là, c'est pas le cas. On n'est pas du tout à jour par rapport aux autres pays européens sur toutes ces dimensions d'accompagnement des familles avec TDAH. Et je parle même pas de faire le diagnostic, c'est-à-dire ce qui devrait être déjà la base. On est encore très en retard, sans même parler de l'accompagnement derrière. Donc, il y a une dynamique d'amélioration des pratiques, mais qui prend un certain temps, mais qui est présente sur le terrain. Donc, c'est formidable de voir tout ce monde connecté aujourd'hui. Je pense, pour répondre à différentes questions, sur le côté du label, de la certification formateur, etc., pour moi, c'est un sujet un peu compliqué. Moi, j'ai jamais été labellisée. Par exemple, à titre personnel, j'ai assisté à des groupes à Robert Debré avant de me lancer, mais là, c'est des questions aussi à la DIA sur comment on va former les équipes, par quels moyens, comment on va valider le fait qu'ils sont formés. Mais je pense que si vous êtes professionnel de santé, que vous connaissez bien le TDAH, que vous avez l'habitude d'accompagner des enfants et leurs familles, vous pouvez déjà vous lancer sur l'accompagnement en individuel. Donc les formations, bien sûr, c'est très important. Ça peut vous donner plus de confiance, répondre à vos questions et tout ça. Mais il n'y a pas aujourd'hui de labellisation. En tout cas, nous, pour le programme PEPS, il n'y a pas de labellisation comme il peut y avoir dans d'autres programmes où il faut payer ou je ne sais pas quoi. Là, il n'y a rien de tout ça. C'est juste un retour d'expérience. Donc, je pense qu'après, puis les choses, moi, je vois avec mes collègues qui font des PEHP aussi, on se personnalise les trucs. Il y a des séances qu'on aime mieux parce que ça nous correspond mieux, d'autres non. Il y a aussi une certaine adaptation qui se fait au fil du temps. Mais je pense que c'est très important de se lancer parce que les familles sont en attente de ça, en fait. Et les familles veulent qu'on les aide, qu'on leur donne des stratégies concrètes. Donc, il ne faut pas hésiter, même si on ne se sent pas totalement à l'aise, on ne l'est jamais au début, mais on apprend sur le terrain, on apprend avec les parents et on fait nos retours d'expérience dans les groupes. Donc voilà, il faut connaître pour moi qu'on soit orthophoniste, psychologue, psychomote ou je ne sais quoi. C'est surtout accompagner des enfants avec TDAH et connaître le trouble et connaître ces enfants, connaître les familles. C'est la base absolue, c'est avoir vraiment un terrain clinique là-dessus. Donc c'est ça qui est, quel que soit votre champ, j'allais dire. Théodore? Oui, bah, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions aussi, du coup, pour faire un peu le lien, de demandes de recommandations pour savoir un petit peu ce que vous recommanderiez pour des parents, pour s'informer ou s'orienter sur connaître un petit peu les différents groupes et les différents programmes qui puissent exister. Quelles seraient un petit peu les sources que vous recommanderiez Il y pour a, vos il y a un document qui a été édité par l'HAS auquel le docteur Nathalie Franc a participé, qui justement répertorie les programmes d'entraînement aux habilités parentales qui sont, voilà, qui sont disponibles en France en fonction d'ailleurs du trouble du neurodéveloppement que présente l'enfant. Après, on peut lire les recommandations de la HAS, mais je pense que si on a un TDAH, merci. C'est quand Non, même mais 60 pages. Mais non, oui, sur les guidances, oui, le document, tu parles, oui. le document sur les guidances parentales dans les TND, où il y a le nom des programmes qui sont disponibles en France. Et sinon, moi, je conseille le site de l'association TDAH France, où il y a beaucoup de ressources aussi et de liens et d'actualités scientifiques. Donc, je trouve que c'est au niveau médical, ça reste très sérieux et il y a pas mal de pistes ou de choses à consulter à partir de ça. Donc, je conseille ça aussi. Je l'ai conseillé tout à l'heure sur le chat. Oui, c'est hyper super, hein, TDAH Mm. France, voilà, qui existe depuis de très nombreuses années. Ça doit faire à peu près 20 ans, 20 ans, 20 22, ans, non, 23 maintenant. 20 ans. Ouais. Ouais. Une dernière question peut-être? Vincent? Il y avait une question, alors il y avait beaucoup de questions sur la question
Si c'est adapté aux enfants avec des comorbidités type déficience intellectuelle, trisomie 21, top. Hmm. Alors, ça dépend des comorbidités. On sait que les programmes de guidance éducative dans les TSA, dans les troubles du spectre de l'autisme, sont sensiblement différents sur pas mal de points. Donc là, je pense qu'il faut aller vers des programmes spécifiques quand même pour les TSA. Là aussi, comme dit Jessica, ils sont tous relistés parce qu'il y en a plusieurs et c'est quand même assez spécifique. Pour la déficience intellectuelle, c'est pareil. Certaines stratégies sont communes, évidemment, mais dans l'entraînement de l'enfant, etc., ce ne sont pas les mêmes enjeux. Donc, je pense qu'il faut aller sur des programmes spécifiques. Après, par contre, pour le trouble oppositionnel avec provocation, là, c'est parfait. C'est le cœur de cible parfait du programme Barclay, PEPS, etc. C'est des programmes au départ qui sont pour les enfants avec des comorbidités TDAH et troubles oppositionnels ou troubles disruptifs, dysrégulation, etc. Enfin, en tout cas, le programme PEPS. Mais pour voilà, on peut très bien, par contre, le programme Barclay ou PEPS, c'est quand on a juste un TDAH, c'est quand même, c'est ça aussi, aux recommandations, on s'est mis d'accord que même s'il n'y avait pas de comorbidité oppositionnelle, c'était quand même important la guidance parce que c'est pas parce qu'un enfant n'est pas opposant qu'il est facile. Il faut quand même lui répéter 50 fois les choses, même s'il n'est pas opposant, il ne veut pas le faire tout seul, etc. Donc il faut quand même trouver des stratégies du quotidien pour les familles pour que ce soit plus facile. Même s'il est pas opposant, il est quand même plus dur à gérer qu'un enfant de non-TDAH. Donc, c'est important aussi d'avoir des stratégies. Voilà, je crois qu'on va devoir... On va devoir effectivement arrêter. Merci infiniment à toutes les trois, hein. Vous étiez dans des bureaux différents, même si vous êtes toutes les trois à Montpellier, ou en tout cas à proximité de Montpellier. Voilà, il y avait Théodore qui est au Havre et Vincent qui est à Nantes et moi-même qui était dans l'Ouest parisien. Voilà. Donc, bah, écoutez, on vous propose de prendre connaissance sur le site appa.org de ce qu'on met en place pour accompagner comme formation les professionnels, bien entendu, et avec Nathalie, Jessica et Sylvie. Et puis, ben, on va vous dire au revoir. Merci infiniment de nous être fidèles. Pour vos remarques toujours bienveillantes, vos remerciements. Voilà, c'est toujours des moments de partage assez chaleureux, même si on est très éloignés géographiquement les uns les unes et les autres. Et donc, vous proposez le prochain webinaire qui est, on n'a pas vraiment le titre, mais en tout cas avec Guillaume Bronsard, qui est pédopsychiatre et professeur d'université au CHU de Rennes et qui vient de publier La santé mentale des enfants placés, enfin qui va nous en parler. C'est pas tout à fait le titre, je crois, de son ouvrage. Voilà, c'est absolument passionnant, c'est un remarquable clinicien et il va nous éclairer un petit peu sur tous ces enfants de l'aide sociale à l'enfance ou de l'environnement instable, voilà, y compris de la PJJ, etc., sur le profil, parce que c'est une très très belle étude qui l'a pu conduire. Voilà, mardi 9, bah, c'est dans 15 jours, c'est très bientôt. Donc merci à vous trois, merci Vincent. Théo, et puis à toutes et à tous pour vos remarques, vos messages. Et donc, vous allez retrouver, si vous le souhaitez, le webinaire en replay dès demain et le PDF. Vous nous le demandez beaucoup, beaucoup. Le PDF est mis à votre disposition en même temps que le replay. Merci, à bientôt. À bientôt. Beaucoup, bonne soirée à vous.